digne d'avoir 7 livres. C'est tout ce que j'ai laissé sur la table d'opération. Pas une tumeur, mais toute une vie de silence, de honte et d'attente interminable. Si vous avez déjà ignoré un signe avant-coureur de votre corps ou laissé la peur décider à votre place, cette histoire pourrait bien changer votre vie. Abonnez-vous et activez les notifications, car ce que vous allez entendre n'est pas qu'une simple histoire. C'est une seconde chance, et elle pourrait être la vôtre. Il y a des choses que vous portez en vous que personne d'autre ne peut voir. Des regrets, des secrets, de la honte. Certaines personnes les cachent dans le silence entre 2 conversations. D'autres les dissimulent sous des couches de rire. Pour ma part, je les portais sous ma chemise. 20 ans de poids, de culpabilité et d'évitement cousus dans le tissu de mon quotidien. Je m'appelle Price. J'ai eu 50 ans le mois dernier, mais mon dos à l'âge de 4 ans. La plupart des gens vieillissent avec le temps. Moi, j'ai vieilli à cause de Stewie. Stewie n'est pas une personne. Stewie n'est même pas un souvenir. Stewie est une masse, épaisse, molle, qui grandit comme un secret indésirable sur le côté gauche de mon dos. Au début, c'était juste une bosse, une grosseur de la taille d'une balle de golf qui est apparue un jour quand j'avais 30 ans. Je chargeais des caisses dans un entrepôt, je faisais des heures supplémentaires, quand j'ai senti une douleur étrange derrière les côtes. J'ai pensé que c'était une élongation musculaire, quelque chose qui passerait en marchant, mais cela n'a pas disparu. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines sont devenues des mois, et la bosse n'a pas diminué. Elle a d'abord grossi lentement, comme un murmure, puis de plus en plus fort, jusqu'à devenir impossible à ignorer. À 40 ans, elle avait la taille d'un ballon de football. Et à ce moment-là, elle avait un nom. Monica, ma compagne, la mère de mes 3 enfants, lui a donné ce surnom. Elle plaisantait en disant qu'elle ressemblait au personnage de dessin animé Stewie de Family Guy, avec sa tête en forme de ballon de football. Le nom est resté, les rires, non. Vous voyez, ce qui avait commencé comme une blague est devenu un fardeau. Pas seulement physiquement, même si elle pesait lourdement sur ma colonne vertébrale, déformant ma posture comme un arbre brisé, mais aussi mentalement et émotionnellement. C'était la 3e présence dans notre maison, dans notre lit, dans toutes nos conversations. Un intrus silencieux qui façonnait nos vies sans jamais prononcer un mot. J'ai arrêté d'aller à la plage, j'ai arrêté d'enlever mon t-shirt, je ne pouvais plus jouer au basket avec mon fils, je ne pouvais plus prendre ma plus jeune fille dans mes bras sans grimacer. Je marchais penché, me penchais plus vers la droite pour compenser le gonflement à gauche. Je ne pouvais pas dormir sur le dos. Je ne pouvais pas conduire longtemps, je ne pouvais plus serrer Monica dans mes bras comme avant. Vous seriez surpris de voir à quel point un amas de graisse peut ruiner l'intimité d'une relation. Pas seulement la proximité physique, mais le sentiment d'être vu, désiré. Monica disait que cela n'avait pas d'importance pour elle, qu'elle m'aimait malgré tout. Mais comment pouvais-je la croire alors que je ne m'aimais même plus moi-même ? À l'aéroport, les agences de sécurité m'ont un jour mis à part, pensant que je cachais quelque chose sous ma chemise. Ils ont fouillé Stewie et m'ont demandé de soulever ma chemise devant une foule d'inconnus. J'ai refusé. Ils m'ont escorté dans une pièce privée et je leur ai montré. Le visage de l'agent épais est passé de la suspicion à la pitié. Je détestais ces 2 regards autant l'un que l'autre. J'ai appris à vivre avec Stewie. J'ai acheté des chemises de taille trop grande. Je dormais sur le côté avec un oreiller calé pour me soutenir. Je trouvais des excuses quand mes enfants voulaient que je les porte sur mon dos. Je disais aux gens que j'avais un problème de dos. Je n'ai jamais expliqué et jamais corrigé. Mais la vérité, c'est que j'avais honte. Pas seulement de mon apparence, mais aussi de ce que je n'avais pas fait. Je n'avais pas fait examiner. Je n'étais pas allé chez le médecin. J'avais peur. J'avais peur que ce soit un cancer. J'avais peur des hôpitaux. J'avais peur des factures. Mais surtout, j'avais peur de découvrir que c'était ma faute. Que j'avais laissé quelque chose grandir en moi pendant si longtemps, sans le contrôler, sans le remarquer, jusqu'à ce qu'il devienne trop gros pour être enlevé. Comme la culpabilité. Je me souviens encore de moi, debout devant le miroir le jour de mon 50e anniversaire, torse nu seul. La lumière du matin filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres sur mon dos balafré. Stewie me fixait dans le reflet, rond, pâle, lourd, un vieil ennemi que j'étais trop fatigué pour combattre. C'est Monica qui a finalement dit « ça suffit ». Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré, elle m'a juste regardé un soir et m'a dit « soit tu l'affrontes, soit nous continuons tous à en payer le prix ». Cette nuit-là, je me suis assis dans le noir, écoutant le ronronnement du réfrigérateur et le doux ronflement de nos enfants dans le couloir. J'ai passé mes doigts sur le bord de Stewie, sentant la frontière entre ce que j'étais et ce que j'étais devenu. J'ai compris quelque chose. Stewie n'était pas seulement une tumeur, il était un miroir.
Il reflétait tous les choix que j'avais évités, toutes les peurs que je refusais de nommer, tous les moments où j'aurais pu changer, mais où je ne l'avais pas fait. J'ai donc pris une décision. Une semaine plus tard, je me tenais dans le couloir d'une clinique, le cœur battant, les paumes moites, attendant de rencontrer le médecin qui pourrait enfin me débarrasser de ce fantôme que je portais en moi. Elle s'appelait Dr. Mercy, un nom qui correspondait bien à ce que j'espérais désespérément trouver. Pendant que j'attendais, je réfléchissais à ce que je dirais lorsqu'elle me demanderait pourquoi j'avais attendu 20 ans. Allais-je mentir? Allais-je blâmer le travail, l'argent ou la vie? Ou allais-je enfin avouer la vérité? Que parfois, ce n'est pas la tumeur qui se développe de manière incontrôlable, c'est la honte. Et la honte, lorsqu'elle est laissée à elle-même, devient une sorte de cancer. Cela a commencé sans douleur, sans alarme, sans avertissement, juste un léger changement sous ma peau, si subtil qu'il était presque imperceptible. Je l'ai remarqué pour la première fois dans la salle de bain, un soir humide du mois d'août. Ma chemise collait à ma peau après une longue journée de travail sur les quais. La sueur imprégnait chaque couture. Je l'ai retirée et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule dans le miroir. Elle était là, une petite bosse à peine plus grosse qu'un grain de raisin sous l'omoplate gauche. Elle reflétait la lumière sous un angle parfait, à peine visible, à peine réelle. J'ai tendu le bras derrière moi pour la toucher. Elle n'était pas douloureuse, elle n'était pas chaude. Elle ne bougeait pas quand j'appuyais dessus. Elle était juste là, silencieuse, immobile, comme quelque chose qui attendait. Je me suis dit que ce n'était rien. Un nœud dans le muscle, un ligament tendu. Mon corps réagissait aux années où je lui en avais trop demandé. J'étais jeune, fort, toujours en mouvement. Je me suis dit que ça passerait. Je me racontais souvent ce genre de mensonges à l'époque, puis j'ai fini par oublier. Quelques semaines plus tard, je l'ai remarquée à nouveau. Elle était toujours là, toujours silencieuse, mais impossible à ignorer. Elle avait à peine grossi, mais suffisamment pour m'interpeller. Cette pause, c'est devenu une graine qui a pris racine dans mes pensées. Je la touchais sous la douche, je la pressais à travers ma chemise au travail, je passais mes doigts dessus distraitement en regardant la télévision, et même si je ne l'ai jamais dit à voix haute, le mot « tumeur » a commencé à résonner dans mon esprit. Mais je ne suis pas allé chez le médecin. Je n'en ai même pas parlé. Je viens d'une famille d'hommes qui ne parlent pas de ce qui leur fait mal. On secoue la tête, on se frotte, on continue à travailler. J'ai vu mon père ignorer une hanche défaillante jusqu'à ce qu'il puisse à peine marcher. J'ai vu mon oncle faire comme si son souffle cardiaque n'existait pas jusqu'à ce qu'il l'emporte dans son sommeil. Alors j'ai fait comme eux, je l'ai enfoui dans le silence. À l'époque, Monica et moi étions encore ensemble depuis peu. Elle avait des mains douces et une voix chaude comme du café. Nous construisions lentement notre vie, brique par brique, en essayant de concilier les factures, le travail, les tétesses nocturnes et les réveils matinaux. C'était le genre de femme qui remarquait tout, les changements de temps, la tension dans mes épaules, la tristesse dans mes yeux, avant même que je m'en rende compte. Mais j'ai réussi à le lui cacher. Ou peut-être m'a-t-elle laissé faire. Pendant 1 an, la boule et moi avons cohabité en silence. Elle a grandi lentement, comme de L à O sur une pierre. Persistante, délibérée et patiente. Elle ne me faisait pas mal. Elle ne palpitait pas, mais elle occupait de l'espace. Je commençais à me pencher légèrement lorsque je restais debout trop longtemps. Je ne dormais que d'un côté. Quand je tendais le bras au-dessus de la table, je grimaçais à peine, juste assez. Et pourtant, je ne disais rien. Parce qu'admettre cela signifiait reconnaître que quelque chose n'allait pas, et je ne pouvais pas me le permettre à l'époque. Pas avec le loyer à payer, des bouches à nourrir et des heures de travail que je ne pouvais pas manquer. Je me suis convaincu que tant que ça ne faisait pas mal, ce n'était pas urgent. J'ai laissé le pragmatisme masquer ma peur. Finalement, Monica l'a remarqué, pas avec des mots, mais à la façon dont sa main s'est arrêtée. Un soir, alors qu'elle traçait des formes fantaisistes sur mon dos, ses doigts se sont arrêtés sur la courbe de la bosse. Elle s'est attardée. Sa respiration a changé. « Qu'est-ce que c'est » m'a-t-elle demandé doucement. J'ai sursauté même si elle n'avait pas bougé. « Juste une vieille tension musculaire » ai-je répondu. Elle n'a pas insisté, elle m'a juste embrassé l'épaule et éteint la lumière. Mais dans le noir, je pouvais sentir son inquiétude, même si elle ne l'exprimait pas. Et je me détestais d'avoir menti. Mais je détestais encore plus ma peur qui m'avait poussé à mentir. Cette nuit-là, je restais éveillé plus longtemps que d'habitude. Je sentais le poids de cette bosse pas seulement sur mon dos, mais aussi dans ma poitrine, et ce n'était pas physique. C'était le début d'un fardeau que je ne pouvais pas encore nommer. Au cours des mois suivants, je commençais à adapter ma vie à cette bosse. J'ai acheté des chemises plus amples, j'ai évité les étreintes trop serrées,
Je me suis éloigné des contacts physiques sans m'en rendre compte. La boule grandissait et avec elle, un fossé entre qui j'étais et qui je pensais devoir prétendre être. Je n'allais toujours pas chez le médecin. Non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je ne l'étais pas. Parce que la peur la plus silencieuse est celle qui vous empêche d'agir. Celle qui vous murmure « Si tu ne le nommes pas, peut-être que ce n'est pas réel. » Et j'ai écouté à chaque fois. Au cours des années suivantes, Stewie a grandi. Pas rapidement, pas de façon spectaculaire, mais inexorablement. Comme le lierre sur la brique, comme la rouille sur le métal. Il n'y a pas eu un jour où il est soudainement devenu un problème. Mais un jour, je ne pouvais plus m'asseoir droite. Puis un autre, je ne pouvais plus me tourner sans ressentir une pression. Puis un autre, je ne pouvais plus me regarder dans le miroir sans voir ma silhouette déformée. La bosse ne vivait plus sous ma peau. Elle vivait dans mon esprit. Elle a façonné mes mouvements, ma façon de m'habiller, mes interactions avec le monde. J'ai commencé à choisir mes chemises non plus pour leur couleur, mais pour leur coupe. J'ai arrêté d'aller nager. J'ai décliné les invitations à des mariages qui impliquaient une tenue habillée. J'évitais les photos de famille. Les gens l'ont remarqué, bien sûr, mes amis, mes collègues, même des inconnus. Mais ils restaient polis ou curieux en silence. Monica, cependant, n'était ni l'un ni l'autre. Elle a remarqué que je m'éloignais lorsqu'elle essayait de m'enlacer. Elle a remarqué que je me changeais désormais dans la salle de bain, jamais dans la chambre. Elle a remarqué que j'évitais de prendre notre fille dans mes bras lorsqu'elle tendait les bras vers moi. Un jour, elle a laissé un bout de papier plié sur le comptoir de la cuisine, une carte de médecin, un rendez-vous entouré à l'encre bleue. Je suis passé 3 fois devant avant de le ramasser. Puis je l'ai déchiré en 2 et jeté à la poubelle. Elle n'en a jamais parlé, mais j'ai vu la différence dans son sourire cette semaine-là, comme une lumière légèrement tamisée, presque imperceptible. Mon déni n'était plus seulement le mien. Il commençait à lui coûter aussi. À l'âge de 40 ans, Stewie était devenu plus qu'une simple bosse. Il était une présence, un colocataire indésirable. Je pouvais le sentir bouger quand je marchais. Il appuyait contre les coutures de chaque chaise. Quand je m'asseyais à table, il se penchait comme une question que personne n'osait poser. Mon fils, âgé d'à peine 7 ans, l'a un jour poussé du doigt et a dit « Papa a un oreiller dans le dos ». Tout le monde a ri, même moi, mais à l'intérieur j'ai grimacé. Pas de douleur, mais parce que je savais qu'il se souviendrait de ce moment longtemps, après que la blague se soit évanouie. Les enfants remarquent des choses que les adultes ont tendance à oublier. L'intimité avec Monica s'est estompée de la même manière silencieuse et corrosive que Stewie avait grandi. Une nuit manquée, puis une autre, puis une saison entière s'est écoulée sans que nous nous touchions vraiment. Non pas parce que nous ne nous aimions pas, mais parce que nous n'étions plus dans la même pièce émotionnellement. Stewie avait pris ma place, et je l'avais laissé faire. Parfois, je me demande ce qui aurait pu changer si j'étais allé chez le médecin à l'époque. Quand c'était encore gérable, quand c'était encore une réalité, pas une métaphore. Mais le problème avec l'évitement, c'est qu'il vous récompense avec l'illusion de la paix. Chaque jour où vous ne faites pas face à la vérité, vous avez l'impression d'avoir gagné, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'êtes pas en train de gagner. Vous êtes simplement en train de perdre votre vie petit à petit. Au travail, j'ai commencé à manquer des heures. Mon supérieur a remarqué que j'étais plus lente, que je favorisais un côté, que je refusais les heures supplémentaires. J'ai trouvé des excuses, un mal de dos, une élongation, de vieilles blessures de sport. Finalement, on m'a demandé de renoncer aux tâches physiques, avec une baisse de salaire et moins d'heures. Mais je ne pouvais pas me plaindre. Je ne pouvais même plus porter ma plus jeune fille. Je suis devenu plus petit dans ma propre maison, pas physiquement. Stewie m'avait rendu plus grand, mais en présence. J'ai refusé les soirées-jeux. Je restais plus longtemps dans le garage. J'évitais le regard de Monica lorsqu'elle parlait de vacances, de natation ou de tout ce qui impliquait d'être vu. Je vivais comme un homme qui porte un secret, même si tout le monde était déjà au courant. Un soir, seul dans le salon, j'ai aperçu mon reflet dans l'écran noir de la télévision. Pas les détails, juste la silhouette. Et dans cette silhouette, je ne me reconnaissais pas. Je voyais autre chose, la silhouette d'un homme qui avait cessé d'exister dans sa propre vie. C'est cette nuit-là que j'ai donné un nom à cette boule. Stewie. Quelque chose d'absurde, quelque chose qui faisait rire, parce que si je pouvais rire, peut-être que je n'aurais pas à pleurer, peut-être que Monica ne partirait pas, peut-être que les enfants ne poseraient pas de questions, peut-être que je pourrais continuer à prétendre qu'il n'était pas trop tard. Mais il était déjà plus tard que je ne le pensais. L'amour ne disparaît pas d'un seul coup. Il s'érode tranquillement, comme l'eau qui sculpte la pierre.
Au début, Monica m'aimait avec cette certitude que l'on ne voit que dans les yeux de quelqu'un qui vous a déjà choisi, bien avant que vous ne le méritiez. Elle me touchait souvent, non par désir, mais pour me rassurer. Une main sur mon épaule, un effleurement de ses doigts sur ma nuque, une légère pression sur ma paume lorsque les factures s'accumulaient ou que le bébé n'arrêtait pas de pleurer. C'était une femme d'action, pas de drame. Son amour était pratique, doux, constant. Et cette constance me terrifiait parce que je ne savais pas quoi faire d'un amour qui ne reculait pas devant mes failles. Même lorsque Stewie a grandi, Monica est restée proche. Quand je me détournais pendant nos moments d'intimité, elle ne me poussait pas. Quand je me raidissais à son contact, elle attendait. Quand je trouvais des excuses pour ne pas prendre de photos de famille à la plage, elle acquiesçait et trouvait un autre moyen de rendre cette journée spéciale. Elle supportait le silence entre nous avec grâce. Mais la grâce a aussi un poids. Et l'amour, aussi profond soit-il, ne peut pas toujours atteindre ce que la honte empêche de voir. Je me souviens comment elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé, sa cuisse effleurant la mienne, faisant semblant de ne pas remarquer que je m'éloignais petit à petit. Pas beaucoup, juste assez pour se sentir en sécurité, juste assez pour préserver l'illusion que j'avais encore le contrôle sur quelque chose. Mon espace, ma honte, mon corps. Elle ne m'a jamais demandé d'explication. Elle m'a offert de l'espace, et cet espace est devenu une distance. La nuit, elle se recroquevillait sur elle-même. Je tournais le dos à Laïlé, le côté du lit était plus froid qu'avant. Parfois, sa main glissait sur le matelas, cherchant la mienne dans l'obscurité. Et parfois, je la laissais la trouver. D'autres nuits, je faisais semblant de dormir. Je me convainquais que c'était par gentillesse que je l'épargnais, qu'en cachant ma laideur, je protégeais la beauté de ce que nous avions. Mais je ne la protégeais pas, je protégeais ma peur. La peur que son amour soit conditionnel, même s'il ne l'avait jamais été. La peur que si elle me voyait vraiment, elle partirait, même si elle ne l'avait jamais fait. La peur qu'elle mérite mieux, même si elle n'avait jamais demandé plus que moi. Un soir, elle a laissé une serviette pour moi après ma douche, pliante, fraîche, chaude sortie du sèche-linge. Au-dessus, il y avait un petit pot de lotion pour le corps, à la vanille, son parfum préféré. Sous le pot, il y avait un mot. « Tu n'as pas besoin de te cacher de moi. » Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Puis je l'ai plié, glissé dans l'armoire à pharmacie et je n'en ai jamais parlé. Parce que c'est ce que fait la honte. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle te dit que tu ne mérites pas sa gentillesse, que l'intimité est une faveur, que l'amour se rembourse par le silence. Alors je suis resté silencieux. Monica, de son côté, s'est adaptée. Elle a comblé le vide que j'avais laissé avec des rires pour les enfants, des heures supplémentaires, des livres qu'elle ne finissait jamais. Elle ne m'a jamais rien reproché, ne m'a jamais supplié. Elle m'aimait comme un jardinier aime l'hiver, sachant que le printemps pourrait arriver, mais sans s'attendre à ce qu'il arrive à temps. Et je faisais semblant de ne pas voir la tristesse dans ses yeux quand elle pensait que je ne la regardais pas. Je la laissais porter le poids de mon absence alors que je me tenais juste à côté d'elle. Car l'amour peut contenir beaucoup de choses, mais il ne peut pas retenir quelqu'un qui s'est déjà laissé aller. Un silence s'installe entre 2 corps bien avant que les voix ne cessent de parler. C'est un silence fait d'hésitation, de regards évités, de contacts évités, de draps froissés qui gardent la forme de ce qui était autrefois une proximité. Ce silence est devenu l'espace où Monica et moi vivions. Je me disais que tout allait bien. Nous partagions toujours nos repas. Nous continuions à bien nous occuper de notre fils. Nous regardions toujours la télévision ensemble, mais le canapé semblait plus long, le lit plus froid. Et le temps entre les petits gestes familiers s'étirait comme des élastiques sur le point de casser. Stewie avait pris plus que des muscles et de l'espace. Il avait pris le rythme de l'intimité. J'ai commencé à avoir peur des mains de Monica, non pas parce qu'elles me faisaient mal, mais à cause de ce qu'elles offraient, connexion, réconfort, vulnérabilité, et j'étais devenu allergique à ces 3 choses. Chaque fois que ses doigts effleurèrent la courbe de ma colonne vertébrale, je tressaillais, non pas de douleur, mais de honte. Je l'imaginais faire semblant de ne pas remarquer la difformité. Je l'imaginais se convaincre que cela n'avait pas d'importance. Je l'imaginais être gentil par obligation, pas par désir, et le désir, une fois mis en doute, se flétrit plus vite que la confiance. J'évitais son regard lorsqu'elle se déshabillait. Je tamisais les lumières avant d'entrer dans la pièce. Je synchronisais mes douches pour ne pas partager la salle de bain. J'orchestrais une chorégraphie de la distance, chaque pas parfaitement exécuté pour éviter la confrontation. Mais éviter n'est pas absent. C'est une présence à part entière, une présence remplie de ce qui n'est pas dit,
de ce qui n'est pas ressenti, de ce qui n'est pas vécu. Un soir, elle portait la chemise de nuit bleue qui, selon moi, lui donnait l'air d'un rayon de lune. Je me souviens l'avoir vue dans l'embrasure de la porte, hésitante, indécise, et je me souviens m'être détourné, non pas parce que je ne la désirais pas, mais parce que je ne supportais pas d'être désiré. Pas comme ça, pas avec Stewie appuyé contre mon dos comme un témoin. Je ne pouvais pas me cacher. Elle n'a pas parlé. Elle a juste éteint la lumière et s'est glissée dans le lit. Son corps était tourné vers le mur, le mien vers le plafond, et entre nous il y avait des kilomètres d'excuses non dites. La nuit, je la cherchais parfois dans mon sommeil, peut-être par mémoire musculaire ou par désir qui s'échappait avant que la logique ne reprenne le dessus. Mais le matin, je me réveillais avec mon bras posé sur un oreiller, et non sur son corps. Elle avait appris à s'éloigner sans me réveiller. Nous ne nous disputions pas, nous ne nous battions pas, nous dérivions simplement. Dériver est plus dangereux que se battre. C'est plus silencieux, plus facile à ignorer. On ne voit pas l'espace se creuser jusqu'au jour où l'on regarde à travers la pièce et où l'on se rend compte que la personne que l'on aime est une étrangère qui se souvient de tout de vous, sauf de ce que l'on ressent lorsqu'on est proche. Je voulais combler cette distance. Je voulais être touché à nouveau, non pas avec pitié, mais avec désir, mais demander cela me semblait égoïste. Alors j'ai enfoui ce désir. À la place, j'ai appris à me toucher avec douceur. Je passais ma main sur ma poitrine, le long de mon bras, et m'arrêtais avant d'atteindre mon dos. Je ne pouvais pas toucher Stewie sans détester ce que je découvrais. J'ai donc complètement cessé d'explorer mon propre corps. On ne peut craindre le contact physique que pendant un certain temps, avant de commencer à croire qu'on ne le mérite pas. Ce fut le dernier vol, pas celui de ma santé ni de ma force, mais celui de ma valeur. J'ai cessé de me considérer comme quelqu'un d'aimable. Je suis devenu un colocataire dans ma propre peau, tolérant la coquille qui m'abritait. Et Monica, sans que ce soit sa faute, est devenue quelqu'un que j'aimais de loin, comme une étoile que je ne pouvais atteindre. Elle n'a jamais cessé de m'aimer, je le sais, mais l'amour sans contact, sans présence, devient une théorie. Et j'étais devenu une absence en mouvement. Nous avons cessé d'essayer, cessé de faire semblant. Et même dans le confort tranquille de la routine, elle me manquait tous les jours, mais je ne savais pas comment retrouver le chemin qui me ramènerait vers elle, jusqu'à ce que tout commence à s'effondrer. Il est difficile de décrire la façon dont une vie se réorganise tranquillement autour d'un fardeau que l'on a choisi de ne pas affronter. Au début, ce sont de petites choses, la façon dont on se déplace sur une chaise pour trouver une position plus confortable, la légère courbure de la taille quand on marche, comme si la colonne vertébrale savait avant le cerveau que quelque chose n'est pas en équilibre. On s'adapte parce que le corps s'adapte toujours. Mais ensuite viennent les ajustements que l'on ne peut pas expliquer, le temps supplémentaire qu'il faut pour se lever, le grognement que l'on pousse en sortant du lit, l'élargissement de la posture lorsqu'on porte des courses. On essaie de compenser le poids déséquilibré qui s'accumule sous la peau. On bouge différemment, on marche différemment. Finalement, on respire même différemment. Stewie avait atteint une taille telle qu'il modifiait non seulement ma posture, mais aussi ma présence. J'ai cessé de me tenir droit lorsque je discutais. Mes épaules se sont roulées vers l'avant pour cacher la courbure de mon dos. J'ai développé une légère boiterie, non pas à cause d'une blessure, mais parce que mon centre de gravité n'était plus là où il était auparavant. Je suis devenu prudent dans chacun de mes mouvements, ne voulant pas attirer l'attention, ne voulant pas sentir les regards qui s'attardaient une seconde de trop. Au travail, ces regards sont devenus plus fréquents. J'étais autrefois celui qu'on appelait, quand il fallait soulever quelque chose de lourd, celui qui faisait des doubles quarts sans se plaindre, qui connaissait les codes de Fred Parker, qui savait reculer un chariot élévateur dans les espaces les plus exigus. J'étais fier de ma fiabilité. Mais Stewie a érodé cette fierté. J'ai commencé à refuser les tâches les plus difficiles. Puis j'ai commencé à arriver en retard. Mon énergie a diminué. Mon humeur s'est assombrie. Je prenais des pauses plus longues, je faisais plus d'erreurs. Le contremaître l'a remarqué. L'équipe aussi. Ils ne m'ont jamais rien dit directement, mais les chuchotements étaient là, dans les coins, dans les regards en coin, dans le silence qui suivait mon entrée dans la pièce. Finalement, mes heures ont été réduites. Puis on m'a suggéré de passer à un poste moins physique. Le salaire était moins élevé. J'avais l'impression qu'on me faisait la charité. Mais j'ai accepté parce que la fierté ne paie pas le loyer et que Stewie n'allait nulle part. Le nouveau poste consistait à remplir des feuilles de calcul et des registres d'inventaire, du travail de bureau. J'étais assis dans un bureau d'angle mal éclairé sur une chaise qui ne s'adaptait plus à ma morphologie.
Je me recroquevillais, les épaules crispées, et à midi, la sueur perlait sous mon col. Rester assis me faisait plus mal que bouger. Mais j'ai enduré cela parce que je croyais que c'était tout ce qui me restait. À la maison, je n'ai pas seulement réorganisé les meubles. J'ai changé mes habitudes, j'ai arrêté de faire les courses, évité le jardinage, laissé Monica emmener seule les enfants à l'école. J'inventais des excuses aussi vite que Stewie grandissait. Je suis fatigué, j'ai mal au dos, je le ferai demain. Mais demain n'arrivait jamais. Finalement, Monica a cessé de me demander. Je n'ouvrais plus les bocaux, je ne changeais plus les ampoules, je ne cherchais plus les objets sur l'étagère du haut et je ne courais plus après les enfants dans le jardin. Je suis devenu un homme en retrait de mes responsabilités, de ma vitalité, des petits rituels qui me donnaient autrefois le sentiment d'être utile. Et perdre son utilité est une forme de deuil. Je pleurais en silence, pris entre ce que j'étais et ce que je prétendais désormais ne pas avoir d'importance. Mais cela avait de l'importance. Cela avait de l'importance chaque fois que je me regardais dans le miroir et que je ne reconnaissais pas la courbure de mon dos ou la lourdeur de mon regard. Cela comptait chaque fois que je voyais Monica soulever ce que j'aurais dû soulever, porter ce que j'aurais dû porter. Cela comptait surtout lorsque je réalisais que je ne cherchais plus sa main. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne pensais pas en avoir le droit. Stewie n'avait pas seulement bouleversé mes habitudes, il avait réorganisé mon estime de moi-même. Je n'étais plus un homme qui subvenait aux besoins de sa famille. Je n'étais plus un homme qui protégeait. Au mieux, j'étais toléré, au pire, invisible. Et d'une certaine manière, l'invisibilité était plus facile que le regard inquiet de Monica, plus facile que la culpabilité dans les yeux de mes enfants lorsqu'ils me demandaient « Pourquoi papa ne peut pas venir jouer ?» Plus facile que la douleur de se souvenir de ce que c'était que de courir sans grimacer, de rire sans honte, d'aimer sans réserve. J'étais devenu l'ombre de moi-même, reconnaissable de forme, mais vidé par les choses que je refusais d'affronter. Et pourtant, je me disais « demain », mais demain n'arrivait jamais. Seul Stewie était là, jour après jour, silencieux, patient, grandissant. Il y a peu d'endroits dans la vie plus sacrés que les bras d'un père. L'endroit où les enfants courent pour trouver du réconfort, où les genoux écorchés sont soignés avec des câlins, et où les monstres sous le lit sont réduits au silence par une respiration régulière et de la chaleur. Cet endroit, les bras forts et accueillants d'un père, est devenu un souvenir dans notre maison. Je me souviens de la première fois où ma fille m'a tendu les bras et que je n'ai pas pu la soulever. Elle venait d'apprendre à courir, elle était encore chancelante sur ses jambes, son rire la suivant comme un ruban. Elle a trébuché dans l'herbe, est tombée lourdement et s'est mise à pleurer. J'étais à 3 pas d'elle, juste 3. Je me suis instinctivement dirigé vers elle, mais lorsque je me suis penché, une douleur fulgurante m'a traversé le bas du dos, comme un éclair frappant une faille. Mes jambes se sont dérobées sous moi, je me suis figé. Monica est arrivée la première. Elle l'a prise dans ses bras, l'a embrassée sur la joue et lui a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Ma fille a regardé par-dessus l'épaule de Monica pour me voir. Son petit visage s'est crispé, perplexe. Je voulais lui dire que j'avais essayé. Je voulais crier que j'étais toujours son papa, mais je suis resté là, impuissant, lourd, embarrassé. Après cela, j'ai arrêté d'essayer, pas seulement de la porter, mais d'être la personne qu'elle méritait. Quand elle me demandait de la porter sur mes épaules pour faire un tour dans Ella, je l'envoyais vers ses frères. Quand elle voulait jouer à l'avion, je lui disais que j'étais fatigué. Quand elle voulait danser, j'applaudissais depuis le canapé. Et à chaque fois, un peu plus du père que j'avais imaginé devenir disparaissait. Mes fils l'ont remarqué aussi. Je le voyais dans leur façon de ne plus me demander de jouer au basket avec eux, dans leur façon d'aller d'abord vers Monica lorsqu'ils avaient besoin d'aide pour déplacer des meubles ou atteindre l'étagère du haut dans le garage. Ce n'était pas du rejet, c'était une résignation silencieuse. Ils avaient accepté l'absence d'un père fort comme on accepte l'absence d'une saison à contre-cœur puis complètement. Mais mes enfants n'étaient pas les seuls à remarquer ce changement. Le monde autour de moi aussi. À l'épicerie, je sentais des regards s'attarder plus longtemps que la normale. Pas de curiosité, pas de gentillesse, mais de la perplexité, de la pitié. Un homme avec une grosse bosse sous sa chemise, se déplaçant maladroitement dans les allées, prenant soin de ne pas se retourner trop vite. Une fois, j'ai surpris une femme détourner rapidement le regard lorsque j'ai remarqué qu'elle me fixait. Une autre fois, un enfant a demandé à voix haute « Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme ?» Elle l'a fait taire trop sévèrement, mais la question m'est restée. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Ce n'était pas seulement Stewie, c'était ce que Stewie m'avait volé.
mon sentiment d'être un homme, ma présence, ma capacité à occuper l'espace sans m'excuser. J'étais devenu le genre d'homme que les enfants montraient du doigt, le genre d'homme vers lequel Monica ne se penchait plus, le genre d'homme qui regardait la vie de côté au lieu d'y participer. Je me souviens encore de la nuit où je suis tombé dans le garage. J'essayais de soulever un bac en plastique contenant de vieux albums photos. Quelque chose de léger, quelque chose de familier. Je me suis accroupi, j'ai déplacé le poids, et avant de pouvoir me relever, ma jambe gauche a lâché. Je suis tombé lourdement. Mon épaule a heurté le béton, le côté de mon visage a raclé le sol froid. Stewie est tombé avec moi, entraînant le reste de mon corps comme un poids mort. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Je suis resté allongé là, le visage pressé contre le sol taché d'huile, goûtant la poussière et mes vieux regrets. La douleur était vive, mais ce n'était pas elle qui me faisait pleurer. C'était le silence. Le fait que personne ne savait que j'étais là, que je pouvais rester allongé sur ce sol pendant des heures et que le monde continuerait de tourner sans s'en apercevoir. Monica m'a trouvé 20 minutes plus tard. Elle était venue me chercher quand je n'avais pas répondu à son appel. Je l'ai entendue haleter. J'ai vu son ombre s'allonger sur le sol alors qu'elle se précipitait vers moi. Ses mains étaient douces, sa voix calme, mais je ne pouvais pas la regarder dans les yeux, car elle me voyait telle que j'étais vraiment. Pas comme l'homme dont elle était tombée amoureuse, pas même comme l'homme qu'elle tolérait, mais comme l'homme qui avait laissé la honte l'emporter. Je l'ai laissé m'aider à me relever. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas fait de blagues pour détendre l'atmosphère. Je suis resté là, appuyé contre son épaule en pensant à ce que j'aurais pu être si j'étais allé chez le médecin 10 ans plus tôt. Si j'avais affronté ma peur quand elle était encore petite, si je n'avais pas laissé un amas de tissu adipeux devenir l'architecte de ma chute. Ce soir-là, après que les enfants se furent couchés, je me suis assis seul sur le canapé. La télévision était éteinte, les lumières tamisées et j'ai murmuré dans le silence « Je ne suis plus un père ». Mais la vérité était pire que cela. J'avais cessé d'être moi-même. C'est étrange comme un homme peut vivre dans la même maison que les personnes qu'il aime et se sentir comme un fantôme. Après ma chute dans le garage, quelque chose a changé. Pas dans mon corps, cette douleur était devenue un bruit de fond, mais dans mon esprit. Je bougeais plus lentement, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. J'ai arrêté de chercher, d'expliquer, de faire semblant. Chaque mouvement me semblait emprunté, chaque respiration trop bruyante. J'ai commencé à dériver. Même quand je restais immobile, les enfants ne remarquaient rien. Pas au début. Ils m'embrassaient encore pour me dire bonne nuit. Ils me donnaient encore des dessins avec des bonhommes allumettes et des cœurs tordus sur lesquels était écrit « Papa ». Mais même leur joie me semblait lointaine, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre à travers une fenêtre. Je souriais, bien sûr, je disais tout ce qu'il fallait dire, mais je n'étais plus là. Monica l'a vu. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Son silence n'était pas une absence. C'était une certitude. Le genre de certitude qui pèse plus lourd que les mots. Le genre qui demande sans demander « Où es-tu ? Et pourquoi ne reviens-tu pas vers nous ?» Mais je ne savais pas comment faire. Un soir, longtemps après que tout le monde fut couché, je me suis assis à la table de la cuisine, la seule lumière provenant de la porte ouverte du réfrigérateur qui ronronnait doucement derrière moi. J'avais sorti un vieux cahier du tiroir à bric-à-brac, du genre de ceux que l'on gardait près du téléphone pour noter la liste des courses et les numéros d'urgence. J'ai ouvert la première page blanche et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas au début, juste des phrases, des fragments, des excuses, des souhaits. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. J'étais quelqu'un que j'aimais bien. Vous méritez tous mieux que ce que je suis devenu. Le stylo bougeait comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, comme si les mots avaient attendu des années pour sortir, et maintenant ils coulaient en longues lignes silencieuses sous la lumière de la cuisine. Finalement, les phrases sont pris forme. J'ai d'abord écrit à Monica, je lui ai dit que je l'aimais, que je me souvenais de la nuit où nous nous sommes rencontrés, de sa robe bleue, de son rire obstiné, de la façon dont elle avait corrigé le barman qui l'avait appelé chéri. Je lui ai dit que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute, qu'elle avait tout fait correctement, que rester ne ferait que la lier à une version de moi-même que je ne pouvais plus supporter. Puis j'ai écrit à chacun des enfants. Pas de longues lettres, juste assez pour leur dire que j'étais fier d'eux, qu'ils s'en sortiraient, que leur papa les aimait même s'ils ne pouvaient pas rester. J'ai plié chaque mot avec soin, les ai placés côte à côte sur la table et les ai étiquetés avec leur nom.
Mon écriture semblait être celle de quelqu'un d'autre. Puis je me suis assis dans le noir. Les heures ont passé. La lumière du réfrigérateur s'est éteinte. La pièce s'est refroidie. J'ai imaginé ce qui se passerait quand il trouverait les lettres. Comment Monica resterait immobile? Comment les enfants ne comprendraient peut-être pas tout de suite? Je les imaginais ouvrir chaque mot avec des doigts tremblants, essayant d'entendre ma voix dans le papier, essayant de croire que j'avais écrit cela par amour, mais la vérité était que je ne savais plus ce que cela signifiait. Seulement que rester me donnait l'impression de les entraîner dans mon naufrage, et je les aimais trop pour les laisser se noyer avec moi. À 4h17 du matin, j'ai enfilé mes chaussures, fermé ma veste et préparé mon sac. J'avais juste assez d'argent pour un ticket de bus et une semaine dans un motel bon marché. Je n'avais pas de plan précis, juste la conviction douloureuse que peut-être, si je partais, il pourrait enfin respirer. Je posai les lettres sur la table une dernière fois, les alignai comme des offrandes. Puis j'éteignis la lumière et ouvris la porte. La maison était encore silencieuse quand Monica se réveilla, d'un silence qui n'avait rien de paisible, mais qui semblait anormal. Un silence lourd de sens, un silence qui mettait en garde. Elle ne vint pas vers moi car elle ne m'avait pas touché depuis des semaines, mais elle remarqua l'espace vide à côté d'elle. L'air était plus froid que d'habitude, l'absence était plus complète qu'auparavant. Elle se leva, traversa le couloir, vérifia les chambres des enfants. Ils allaient bien, respiraient lentement, blottis dans leur couverture, inconscients que quelque chose venait de changer. Quand elle entra dans la cuisine, elle n'eut pas besoin d'allumer la lumière. La lueur du réverbère à l'extérieur éclairait suffisamment la table pour qu'elle puisse les voir. 4 enveloppes, soigneusement pliées, chacune étiquetée d'une écriture tremblante et soignée. Chacune désignait une personne Alpchi, qu'elle aimait plus que sa propre vie. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle se contenta de tirer une chaise et de s'asseoir, comme si le poids de ce qu'elle tenait exigeait qu'elle reste immobile. Elle lut la mienne en premier, son nom écrit comme une dernière confession. Elle la lut une fois, puis une deuxième fois, puis la plia en deux et la serra contre sa poitrine comme une prière qu'elle refusait de lâcher. L'instant d'après, elle était en mouvement. Elle ne s'habilla pas, enfila simplement un sweat à capuche, attrapa ses clés de voiture et courut pieds nus jusqu'à l'allée. L'air extérieur était vif, du genre qui vous réveille complètement. Ses mains tremblaient sur le volant tandis qu'elle reculait. Les phares fendaient un monde encore à moitié endormi. Elle ne savait pas où elle allait, seulement où elle pourrait aller. Un arrêt de bus à 5 km de chez elle, le seul encore en service avant l'aube. Elle conduisait comme quelqu'un qui tente de fuir une vie qu'il refuse d'accepter. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'était le cas. Pendant ce temps, j'étais assis sur un banc sous des néons vacillants. Mon sac à mes pieds, ma veste zippée jusqu'au cou, une sorte de résolution engourdie s'installait en moi. Pas de paix, pas de regret, juste un calme comme celui d'un homme qui est déjà parti, même si son corps n'a pas bougé. J'ai regardé un chien errant traverser la rue, son ombre allongée dans la lumière du lampadaire. Je me suis demandé où il allait, s'il avait un foyer, s'il s'était déjà retourné. Puis j'ai entendu sa voiture, pas bruyamment, pas soudainement, juste le ronronnement familier d'un moteur. Elle n'a pas klaxonné, elle n'a pas crié. Elle s'est garée, est sortie et a traversé la rue déserte comme quelqu'un qui entre dans un souvenir. Quand elle m'a rejoint, elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas exigé d'explications. Elle ne m'a pas fait la morale, ni donné de raisonnement logique, ni énuméré toutes les façons dont je l'avais blessée. Elle s'est assise à côté de moi, lentement, prudemment. Sa main a trouvé la mienne et l'a serrée comme cette nuit, il y a des années. Lorsque nous nous étions assis sur le capot de sa vieille berline pour regarder les feux d'artifice depuis le parking d'une station-service, elle ne me regardait pas, je ne la regardais pas, mais quelque chose passa entre nous dans ce silence. Pas le pardon, pas encore, mais la compréhension, celle qui ne vient pas des mots, celle qui vient du fait de rester. Et c'est ce qu'elle fit. Elle resta. Elle resta alors que je ne le méritais pas, alors que je ne le lui avais pas demandé. Quand j'avais déjà écrit ma sortie de sa vie, elle est restée. Et cela a brisé quelque chose en moi bien plus profond que la culpabilité. Parce que parfois, l'amour ne crie pas, il ne supplie pas, il refuse simplement de partir. Alors j'ai pleuré, pas fort, pas de façon dramatique, juste assez pour que mes épaules tremblent et que je presse mon front contre son épaule sans rien dire. Et elle m'a laissé faire. Elle ne m'a pas dit de rentrer à la maison. Elle n'avait pas besoin de le faire. Car à ce moment-là, j'étais déjà sur le chemin du retour.
L'espoir n'arrive pas en fanfare ni avec de grands gestes. Parfois, il entre discrètement dans une pièce, vêtu d'une blouse blanche et arborant un sourire serein. Parfois, il porte un bloc-notes à la place d'un miracle. Et parfois, il se présente sous le nom de Dr. Mercy. La clinique sentait l'antiseptique et le papier, une propreté qui n'est pas chaleureuse. Les murs étaient peints dans des tons neutres et doux pour convaincre les gens qu'ils n'avaient pas à avoir peur. Mais j'avais peur, pas du diagnostic, mais d'être vu. Cela faisait près de 20 ans que personne d'autre que Monica n'avait regardé mon dos. Et même elle ne le regardait jamais vraiment. Son toucher était toujours bref, hésitant, comme si elle savait que l'amour exigeait parfois de faire semblant que quelque chose n'était pas là. Mais ici, dans cette pièce étroite, avec le froissement du papier sous moi et le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête, il n'y aurait pas de faux semblants. Je me suis assis sur le bord de la table, le dos droit, les mains sur les genoux. J'avais retiré ma veste, mais j'avais gardé ma chemise. Mes doigts s'agrippaient au tissu comme à une armure. Puis elle est entrée. Elle n'avait pas l'air surprise, ni compatissante, ni clinique, juste humaine, comme quelqu'un qui a vu toutes les versions de la souffrance et qui n'en est pas effrayé. Sa voix était chaleureuse mais directe, du genre qui dit « Nous allons faire cela ensemble, mais je ne vous mentirai pas. » Elle m'a posé quelques questions. Quand l'avez-vous remarqué pour la première fois? Est-ce que cela avait changé? Est-ce que cela faisait mal? J'ai répondu doucement, en essayant de ne pas donner l'impression que je m'excusais de lui faire perdre son temps. Puis elle a dit « Voyons cela. » Ce n'était pas un ordre, mais ce n'était pas non plus une demande. J'ai hésité. Pendant un instant, j'ai pensé à trouver une excuse, à dire que j'avais besoin d'un moment, à reporter le rendez-vous, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attrapé l'ourlet de ma chemise. Mes doigts tremblaient. Je l'ai retiré et j'ai senti l'air frais sur ma peau qui n'avait pas été exposé depuis des années. Silence, pas le genre de silence qui blesse, mais celui qui écoute. Elle s'est avancée, ni rapidement, ni prudemment, juste de manière professionnelle. Ses mains étaient fermes, ses doigts ont pressé doucement les bords de Stewie. Elle n'a pas reculé, elle n'a pas soupiré, elle n'a pas rempli le silence de compassion. Elle a simplement fait son travail. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle jusqu'à ce qu'elle dise « Vous portez ça depuis longtemps ». Ce n'était pas une question, juste une constatation. Elle a mesuré, cartographié la surface avec ses mains, vérifié jusqu'où cela s'étendait dans mon dos, jusqu'aux muscles mous près des reins. Elle a noté comment cela bougeait ou ne bougeait pas sous la pression. Son front s'est légèrement plissé, non pas par inquiétude, mais par concentration. Puis elle a reculé et pour la première fois depuis des décennies, je me suis senti nu. Pas physiquement, mais spirituellement, dépouillé de toutes les façons dont j'avais essayé de me cacher. Elle a sorti un marqueur et a délicatement tracé des contours sur ma peau. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle marquait. Je ne voulais pas savoir. Finalement, elle s'est rassise, a croisé les mains et m'a regardé. Elle m'a expliqué les choses simplement, sans dramatiser. La masse était très probablement un lipome, bénin mais volumineux. Exceptionnellement volumineux, peut-être l'un des plus gros qu'elle ait vu dans sa carrière. Il avait grossi au point de pouvoir appuyer sur des nerfs, voire de s'attacher aux couches faciales ou de reposer contre des vaisseaux sanguins. Son ablation serait difficile, mais pas impossible. Il y avait des risques, perte de sensation, tissus cicatriciels, lésions nerveuses, saignements. Mais il y avait aussi une chance, une bonne chance, une chance d'être libéré. Pas complètement, car les cicatrices ne disparaissent jamais vraiment, mais libéré de ce poids constant, libéré du souvenir physique de ce que j'avais laissé s'envenimer. Je n'ai rien dit, pas au début, j'ai juste hoché la tête. Puis, doucement, j'ai demandé « Si vous étiez à ma place, le feriez-vous » Elle n'a pas scié. « Oui » a-t-elle répondu. Et c'était tout. Il y avait des formulaires à signer, des tests à programmer, des analyses de sang, des examens d'imagerie médicale, un scanner pour voir jusqu'où Stewie avait pris racine. Mais tout cela n'avait encore aucune importance. Ce qui comptait, c'était que quelqu'un m'avait vue tout entière et n'avait pas détourné le regard. La miséricorde avait de nombreuses significations. Ce jour-là, elle signifiait le début de quelque chose auquel je n'avais pas osé croire depuis des années. La possibilité d'un retour. La nuit précédant l'opération fut plus calme que d'habitude, non seulement dans la maison, mais aussi en moi. Ce n'était pas le silence provoqué par la peur. Celle-ci était déjà passée. Ce que je ressentais maintenant était quelque chose de plus doux, comme lorsque l'on se tient au bord d'une rivière que l'on a contemplée toute sa vie et que l'on se décide enfin à la traverser. Je ne pouvais pas dormir. Je me suis assis dans le salon, à ma place habituelle sur le canapé.
Mais cette fois, je ne me cachais pas. Ma chemise était ample, ma posture détendue. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de me rendre moins grand. Stewie s'est légèrement déplacé lorsque je me suis penché en arrière. J'ai posé une main sur lui, non par affection, mais en guise d'adieu. Il avait été à mes côtés pendant 2 décennies, plus longtemps que n'importe quel emploi, n'importe quel appartement, presque aussi longtemps que Monica. Il faisait partie de moi, et comme la plupart des choses qui restent trop longtemps, il était passé d'un inconvénient mineur à une emprise totale. J'avais passé des années à le détester, mais maintenant, dans le calme qui précédait le changement, je le reconnaissais simplement. « Tu n'as pas gagné », murmurai-je, puis je me levai, me dirigeai vers la chambre de chacun de mes enfants, les regardai respirer, remarquai à quel point ils avaient grandi, leurs joues rondes d'enfants s'estompant peu à peu. Ma fille était recroquevillée comme une virgule, serrant contre elle un ours en peluche usé que j'avais gagné à une fête foraine à l'époque où je pouvais encore courir. À ce moment-là, je me suis laissé ressentir ce que j'avais nié pendant des années. Je voulais plus de temps, pas seulement des années, mais des moments. Je voulais marcher sans m'ajuster, embrasser sans me pencher, danser dans la cuisine avec Monica sans me soucier de mon apparence de dos. Je voulais être présent, pas seulement dans la pièce, mais dans ma peau. Je me suis arrêté à la porte de notre chambre. Monica était réveillée. Elle n'a rien dit, elle a juste tenu la couverture ouverte pendant que je me glissais dedans. Cette fois, je ne me suis pas détourné. Je lui ai fait face, je lui ai laissé voir qui j'étais. Pas la version que j'avais éditée au fil du temps, mais le vrai moi. Lourd, imparfait, toujours effrayé. Mais là, sa main a trouvé mon visage. Elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Dans le langage d'un amour de longue date, le silence suffit. Nous sommes restés allongés ainsi pendant un long moment. Nos fronts se touchaient presque. Notre respiration était comme des vagues. À un moment donné, j'ai murmuré. « Et si je ne me réveille pas ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, doucement, elle a dit « Alors tu seras mort en te battant. » Et c'était tout. J'ai fermé les yeux, non pas en signe de capitulation, mais en signe de préparation. J'ai rêvé d'eau, d'un poids qui se soulevait de mon dos comme une ombre se détachant au lever du soleil. J'ai rêvé que je tenais mes enfants dans mes bras, que le rire de Monica résonnait contre le carrelage de la cuisine. J'ai rêvé de miséricorde, pas du médecin mais du sentiment, et quand le matin est arrivé, je n'ai pas eu peur. Je me sentais léger, plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Même avec Stewie toujours attaché à ma colonne vertébrale, je savais que demain j'entrerais dans cet hôpital la tête haute et que j'en ressortirais vers un nouvel horizon. La salle d'opération était froide, pas cruelle, juste stérile. Un silence qui semblait plus mécanique que médical. Tout était blanc, argenté ou bleu pâle, les lumières plus vives que le jour. Les machines ronronnaient doucement comme une ville à laquelle vous n'appartenez pas. Et au milieu de tout cela, une table étroite attendait. Je m'allongeai. Une infirmière me parla doucement à l'oreille, vérifiant mon nom, ma date de naissance, la raison de ma présence. Je répondis à chaque question comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre, et d'une certaine manière, c'était le cas. L'homme qui portait Stewie avait presque disparu. J'étais juste là pour le libérer. L'anesthésiste se pencha vers moi, doux et efficace, d'une voix douce comme l'eau qui coule. « Vous allez sentir une légère pression, puis plus rien. Comptez à rebours à partir de 10 si cela vous aide. » Je n'ai pas compté. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et je me suis souvenu du poids. Comment il était passé de la taille d'une balle de golf à celle d'un pamplemousse, puis à quelque chose de monstrueux. Comment je l'avais laissé me définir. Comment je l'avais caché au monde, à moi-même, pendant 2 décennies. Et maintenant, sous cette lumière, j'étais enfin prête à le laisser partir. J'ai laissé l'obscurité m'envahir. Il y a quelque chose d'inquiétant à être inconscient pendant que des gens s'efforcent de vous sauver. Le temps passe, mais vous ne le sentez pas. Vous ne percevez pas les mouvements dans la pièce, les mains qui s'activent, les respirations retenues. Mais plus tard, j'ai appris les détails. Comment le docteur Mercy a pratiqué la première incision avec précision. Ses doigts étaient fermes malgré la taille impressionnante de la masse. Comment le lipome s'était partiellement enroulé autour d'un faisceau de nerfs S près de ma colonne lombaire. Comment elle avait dû faire attention à ne pas sectionner quelque chose qui m'aurait privé de sensation, voire pire, de mouvement. Elle a travaillé lentement, méthodiquement, sans jamais se précipiter, même lorsque le poids résistait. Ce n'était plus seulement du tissu adipeux. Stewie avait enfoncé des racines profondes, des vrilles de peur, de honte, de fatigue, mais rien de tout cela n'apparaissait sur le scanner, seulement en moi.
L'infirmière qui l'assistait a fait remarquer que ce tissu ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Ce n'était pas cancéreux mais tenace. Dr. Mercy a qualifié cela de compliqué mais pas impossible, et j'ai adoré cette expression même après l'avoir entendue de seconde main. Compliqué mais pas impossible, c'était moi. À mon réveil, la lumière était plus douce. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores. Un léger bourdonnement provenait des machines autour de moi. J'avais la bouche sèche et le dos raide, mais il manquait quelque chose. Pas la douleur, pas la panique. Un poids, le poids avait disparu. Mon cerveau a mis un moment à comprendre ce que mon corps savait déjà. La pression avec laquelle j'avais vécu pendant si longtemps s'était envolée. À sa place, il y avait de la tendresse, de la douleur, mais aussi de l'espace. Mon dos pouvait enfin reposer contre le lit sans être soutenu. Je pouvais respirer profondément sans sentir quelque chose appuyé sur moi. Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais centré. Une infirmière a vérifié mes signes vitaux, m'a souri et m'a dit que j'avais bien fait. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. Parce que j'étais en deuil. Non pas pour Stewie, mais pour l'homme qui avait attendu si longtemps avant de demander de l'aide. Plus tard dans la soirée, le docteur Mercy est venu me voir dans ma chambre. Elle m'a tout expliqué avec douceur. La masse mesurait plus de 45 cm, pesait près de 9 kg, n'était pas maligne et n'avait endommagé aucun organe. Un nerf était étroitement enchevêtré, mais avait pu être séparé avec succès. Une ablation propre, m'a-t-elle dit. Je l'ai remerciée, mais mes mots me semblaient insignifiants. Elle m'a dit autre chose avant de partir. Si vous aviez attendu 1 an de plus, vous auriez pu commencer à perdre définitivement le contrôle de vos muscles. La masse commençait à s'enrouler dans les fascias plus profonds. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quelle vitesse ces choses peuvent évoluer lorsqu'on ne s'en occupe pas. Elle fit une pause pour me laisser assimiler l'information. Les tumeurs graisseuses comme celle-ci peuvent sembler inoffensives pendant des années, indolores, mais toute masse de plus de 10 cm doit être examinée, surtout si elle grossit. Plus on les détecte tôt, plus ils sont faciles à enlever. Vous avez attendu longtemps, Monsieur Price. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas expliqué ma peur, car je savais tout ce que j'avais manqué. Les anniversaires, les fêtes, les danses dans la cuisine, parce que je n'avais pas demandé d'aide, si j'y étais allé plus tôt. Mais bon, j'étais là maintenant, et maintenant signifiait que j'avais un avenir. Pas seulement du temps, mais des possibilités. Cette nuit-là, Monica est venue me rendre visite. Elle se tenait à la porte, ne sachant pas si elle devait entrer, non pas par peur, mais par respect, comme si j'avais survécu à quelque chose qu'aucun de nous deux ne pouvait nommer. J'ai ouvert les bras avant de dire quoi que ce soit. Elle a traversé la pièce rapidement. Quand elle m'a serré dans ses bras, sa main a touché les bandages dans mon dos. Elle a tressailli. Pas moi, je la sentais, tout entière, sans honte, sans gêne, sans évitement. J'étais présente dans mon corps, dans ma peau. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Elle a juste murmuré « Tu as réussi ?» Et j'ai enfin répondu « Oh, 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 je sais. » Oh, le miroir était petit, pas du genre à inviter à l'inspection, juste un mince rectangle vissé au mur au-dessus du lavabo. Il déformait légèrement les angles, comme s'il ne savait pas trop ce qu'il reflétait. Et pourtant, c'était la première chose que j'avais vue le lendemain matin, après qu'on m'ait retiré les bandages. L'infirmière m'avait aidé à m'asseoir. Mon dos était douloureux, tendu, cousu de la colonne vertébrale jusqu'aux côtes, comme la couture d'un vêtement neuf. La douleur était là, mais elle n'était pas intense. Elle était propre, honnête, le genre de douleur qui ne provient pas d'une maladie de Pétis, mais de la guérison. Elle m'a proposé de rapprocher le miroir. J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. Elle l'a incliné doucement et je me suis vu. Pendant un instant, je n'ai pas reconnu l'homme qui me regardait. Il semblait plus mince, plus droit, fatigué, certes, mais aussi plus grand. La bosse qui avait déformé mon dos pendant si longtemps avait disparu. À sa place, il y avait une cicatrice encore rouge, encore irritée, mais droite, propre. Une ligne, pas une masse. Cela ne me ressemblait pas, mais j'avais l'impression que c'était moi. Je me suis penché en avant et j'ai suivi le bord du bandage du bout des doigts. Je pouvais encore sentir l'écho du poids comme un membre amputé mais qui me démangeait encore dans ma mémoire. Mon cerveau n'avait pas encore compris, mais mon corps, oui. Et pour la première fois en 20 ans, ma colonne vertébrale touchait le dossier d'une chaise. J'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement, car désormais je pouvais m'asseoir sans m'ajuster, me tenir debout sans m'appuyer, respirer sans honte. Mes premiers pas étaient maladroits.
La kinésithérapeute, une femme gentille et nommée Denise, se tenait à côté de moi, patiente et aimable, sa main toujours suspendue juste au-dessus de mon coude, sans me tenir mais prête à m'aider. Cela me rappelait Monica. Nous avons commencé par de petits mouvements, en déplaçant mon poids, en m'asseyant bien droite, en respirant profondément. Puis vint le déambulateur, la légère poussée de mes genoux qui n'avaient pas bougé complètement depuis des mois. Chaque pas était comme une question. Est-ce que j'y arrive encore? Et à chaque réponse, une partie de moi-même me revenait. Au bout d'une semaine, je pouvais marcher dans le couloir sans m'arrêter. Au bout de 2 semaines, je pouvais monter 3 marches. Au bout de 3 semaines, je n'avais plus besoin du déambulateur. Mais le véritable progrès n'était pas dans le mouvement, il était dans la présence. Un après-midi, l'hôpital a fait venir un groupe de patients en rééducation après une opération du dos ou de la colonne vertébrale. Nous étions assis en cercle, certains en fauteuil roulant, d'autres avec des attelles, d'autres encore bandés comme moi. L'infirmière nous a demandé de partager une chose que nous avions hâte de refaire. Un homme a répondu « pêcher ». Une femme a répondu « danser ». Quand ce fut mon tour, j'ai fait une pause, puis j'ai répondu doucement, en serrant mes enfants dans mes bras sans les lâcher. Le groupe n'a pas réagi, mais Denise a souri. Elle avait compris. Le jour où je suis rentré à la maison, Monica m'attendait à l'entrée. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste ouvert la portière de la voiture et m'a aidé à m'installer. J'ai regardé défiler les bâtiments familiers. Tout était pareil, et pourtant tout était différent. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée, la lumière du porche était allumée, même s'il faisait jour. Ma fille avait attaché des ballons à la balustrade. Une pancarte écrite au marqueur disait « Bienvenue à la maison, papa ». Et les garçons sont sortis en courant. J'ai paniqué au début, de peur qu'ils sautent, tirent ou serrent au mauvais endroit, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont enroulé leurs bras autour de ma taille avec précaution, comme si on leur avait dit que ce corps était encore fragile. Ma fille m'a serré le ventre et m'a chuchoté « Le ventre a disparu ?» J'ai hoché la tête. Elle s'est reculée et a dit « Tu ressembles à Iron Man maintenant. » J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des années. Et ce soir-là, Monica m'a aidé à changer mon pansement. Ses doigts étaient lents, précis, non par peur, mais par respect. Lorsqu'elle a retiré le bandage, elle n'a pas bronché. Elle a regardé la cicatrice, non pas avec dégoût ou pitié, mais avec amour. Le genre d'amour qui voit ce qui a été surmonté. Le genre qui honore les traces laissées par la bataille. Sa main a suivi la cicatrice de gauche à droite, puis elle s'est penchée et l'a embrassée doucement. Sans un mot, sans fanfare, juste sa présence. À ce moment-là, j'ai compris que la guérison n'était pas seulement l'absence de douleur. C'était le retour du toucher. Plus tard dans la nuit, je suis passé devant le miroir du couloir. Sans réfléchir, je me suis arrêté et j'ai regardé. Cette fois, je me suis vu. Pas la cicatrice, pas la blessure, moi, mes épaules étaient droites, mon dos était aligné, en position 2, mes yeux étaient encore fatigués. Mais derrière eux se cachait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Pas le genre d'espoir bruyant, mais un espoir calme, profond, réel. J'ai éteint la lumière et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai marché dans l'obscurité sans crainte. Les hôpitaux ont un rythme différent quand on n'est plus celui qui est sur la table. Le bip des machines, le bruit des chaussures des infirmières, les salutations murmurées des médecins qui passent, tout semble moins menaçant, moins personnel. Lors de ma visite, j'ai remarqué des détails qui m'avaient échappé auparavant. La fresque défraîchie dans le service pédiatrique, l'infirmière avec des boucles d'oreilles en forme de tournesol, la gentillesse subtile dans les yeux du Dr Mercy, qui ne figurait dans aucun dossier médical. J'étais de retour, non pas en tant que patient, mais en tant qu'homme qui tournait une page. Monica marchait à mes côtés. Nous avancions lentement, non pas parce que j'avais mal, mais parce que je ne me pressais plus. Chaque pas me semblait mérité. Je portais ma cicatrice sous une chemise en coton doux, et pour une fois, je ne tirais pas sur le tissu. Je le laissais pendre naturellement. Je laissais mon corps être. Nous sommes entrés dans la salle de consultation juste avant midi. Le Dr Mercy nous a accueillis avec un sourire naturel. Elle m'a fait signe de m'asseoir à la même place que quelques semaines auparavant, mais cette fois, ma posture était différente. Je ne m'affalais pas, mes mains n'étaient pas crispées. J'étais assis comme un homme qui avait repris sa vie en main. Elle a commencé par me donner des nouvelles. Les marges étaient nettes, aucun signe de repousse anormal. Tous les examens sanguins post-opératoires étaient normaux. Le genre de rapport qui appartenait autrefois à d'autres personnes, des personnes qui avaient eu le courage d'affronter les choses tôt,
Des personnes qui n'avaient pas attendu 2 décennies pour faire ce qu'il fallait. Mais j'étais là encore à temps, puis elle a pris un dossier. « Vous voudrez peut-être voir ça », a-t-elle dit. À l'intérieur, une photo, Stewie, ou plutôt la masse, qui avait autrefois façonné chaque instant de ma vie. Elle était posée sur une balance chirurgicale, pâle et étrangère, comme un objet sorti d'un musée des erreurs humaines. L'écran numérique en dessous indiquait 19,7 livres. Monica poussa un léger soupir. Je ne dis rien, car que dire au fantôme de quelque chose qui a failli vous voler la vie? Cela semblait inoffensif. Pendant un instant, je me demandais comment quelque chose d'aussi silencieux, d'aussi lent à se développer, pouvait exercer un tel contrôle. Mais après tout, la peur est ainsi faite. Elle n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin de temps. J'ai suivi le contour de la photo avec mon doigt, non pas avec tendresse, mais avec détermination. Ce poids ne m'appartenait plus. Le docteur Mercy a refermé le dossier. Nous le conserverons dans vos dossiers, bien sûr, mais vous n'avez pas besoin de l'emporter avec vous. J'ai acquiescé, car je n'en avais plus besoin. Cet après-midi-là, Monica et moi avons traversé un parc près de l'hôpital. Le soleil filtrait à travers les arbres en longues lignes dorées. Nous avons croisé des joggeurs, une femme qui promenait son chien, 2 adolescents qui jouaient au football. Personne ne nous regardait. Personne ne chuchotait et surtout personne ne détournait le regard. Je marchais avec aisance, les épaules en arrière, d'un pas assuré, pas parfait, pas sans douleur, mais libre. Monica m'a pris la main, je l'ai laissé la prendre dans la mienne. Pas d'ajustement, pas de mouvement, pas de crainte qu'elle touche quelque chose d'enflé et d'étrange. Nous nous sommes assis sur un banc surplombant un petit lac. Des canards se déplaçaient paresseusement à la surface. Des enfants riaient derrière nous. Au loin, de la musique sortait d'un petit haut-parleur. Une vieille chanson soul que je ne reconnaissais pas. Elle s'est tournée vers moi. « Tu sais, a-t-elle dit doucement, je rêvais souvent de ce moment, assise ici avec toi, sans ce poids. » J'ai dégluti. « Moi aussi, » ai-je répondu. Nous n'avions pas besoin de mentionner Stewie. Il avait déjà pris assez de place. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, je me suis retrouvé seul dans la salle de bain et j'ai regardé à nouveau la cicatrice. Le gonflement avait diminué, la rougeur s'estompait. Elle n'était pas belle au sens du « t », mais elle était réelle. Elle disait la vérité. C'était ça, la survie. Pas lisse, pas parfaite, mais méritée. J'ai passé ma main sur la ligne, puis j'ai souri. Pas parce que j'étais fier d'avoir porté ce poids si longtemps, mais parce que j'avais enfin appris à m'en débarrasser. Il fut un temps où je pensais ne plus jamais porter de costume. Pas parce que je n'aimais pas ça. Au contraire, j'aimais bien m'habiller chic. À l'époque, je faisais tourner quelques têtes lors des barbecues du dimanche. Mais à mesure que Stewie grandissait, le simple fait de penser à des vêtements formels me semblait être une punition. Les vestes ne m'allaient plus. Les chemises étaient trop grandes dans le dos et je ne supportais pas le regard des gens qui s'attardaient ou détournaient trop vite les yeux. J'ai donc arrêté d'essayer, arrêté de m'habiller, arrêté d'imaginer des moments où je voudrais être à mon avantage, comme un mariage, surtout le mien. Et puis Monica en a parlé une fois, doucement, comme si elle connaissait déjà la réponse. Nous n'avons pas besoin d'une grande cérémonie. Nous pourrions le faire ici, juste les enfants, des vœux dans le jardin, sous le chêne. J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que ça faisait mal. À quoi cela ressemblerait-il? J'ai répondu. Moi, assis sur une chaise pliante, avec 15 kilos de plus sur le dos. Je ne marcherai pas comme ça, pas même jusqu'à l'hôtel. Elle n'en avait plus reparlé jusqu'à présent. Il n'y avait eu aucune annonce. Pas d'invitation, pas de publication sur Facebook, pas de faire-part, juste Monica, nos 3 enfants, une arche blanche louée avec du lierre en plastique et un dimanche après-midi rempli d'air printanier et de gâteaux au citron. Les enfants avaient transformé le jardin. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres. Une petite enceinte diffusait en boucle Otis Redding, et devant le vieux chêne, Monica se tenait dans une robe ivoire sans manches qui m'a fait oublier combien de temps nous avions attendu. Je portais un costume bleu marine. Il m'allait parfaitement. Pas de tension, pas de bourrelet disgracieux. Juste des lignes épurées et une confiance tranquille. Le fils adolescent du voisin jouait le rôle de célébrant. Nerveux, il butait sur les mots qu'il avait imprimés à partir de Google. Monica m'a serré la main lorsqu'il a mal prononcé le mot « chérir ». Je souriais comme je n'avais pas souri depuis des années. Il n'y avait ni demoiselle d'honneur, ni smokings, juste notre famille et le bruit du vent dans les feuilles. Quand vint le moment des vœux, nous ne lisions pas de texte. Elle commença. « Je n'ai pas besoin que tu me promettes quoi que ce soit, dit-elle. Tu m'as déjà donné ce que je voulais. Tu es revenu, tu es resté.
Tu nous as choisis. Puis elle a posé sa main légèrement sur mon dos, juste à l'endroit où se trouvait la cicatrice sous mon costume, et elle a murmuré « Il y a de la place pour moi à nouveau. » Je n'ai pas essayé de parler. J'ai juste hoché la tête, les yeux brûlants, la gorge serrée, car je ne pouvais rien dire qui soit à la hauteur de ce qu'elle avait déjà fait. M'aimer pendant toutes ces années de silence, de honte et de poids invisibles. Nous avons échangé les bagues que les enfants avaient choisies dans un prêteur sur gage du centre-ville. La mienne était un peu trop serrée, la sienne un peu trop lâche, mais elles étaient parfaites. Nous nous sommes embrassés sous l'arche. Et pour la première fois depuis que Stewie était entré dans nos vies, je me sentais pleinement là. Je ne me cachais pas, je ne faisais pas semblant, j'étais simplement présent. La réception n'était rien de plus que des assiettes en carton, des sodas achetés en magasin et des chaises pliantes qui s'enfonçaient dans l'herbe. Et pourtant, c'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Notre fille apportait un toast avec du jus de pomme. Elle a dit à maman et papa, « Puissiez-vous ne jamais avoir un autre Stewie. » Tout le monde a ri, même moi, surtout moi. Je me suis levé pour les remercier. J'ai dit à mes enfants qu'ils étaient la raison pour laquelle j'avais tenu bon. J'ai dit à Monica qu'elle était la raison pour laquelle j'avais survécu. Puis je les ai tous surpris. Je lui ai demandé de danser lorsque le haut-parleur a légèrement grésillé, alors que je faisais défiler les anciennes chansons de Leach jusqu'à trouver celle-là. Notre chanson de 2003, celle qui passait dans le jukebox le soir où nous nous sommes rencontrés. Les premiers accords ont envahi le jardin comme la fumée s'échappant d'un souvenir. Elle s'est glissée lentement dans mes bras, avec précaution. Ses mains se sont posées sur mes épaules, et les miennes, pour la première fois en 20 ans, l'ont enlacée sans hésiter. Nous nous sommes balancés, maladroitement et en décalage, mais avec assurance. Les enfants ont applaudi. Le voisin a pleuré, et alors que le soleil se couchait derrière la clôture, plongeant tout dans une brume dorée, j'ai fermé les yeux et murmuré « C'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Elle s'est penchée vers moi, son front contre le mien. « Tu l'as mérité, » m'a-t-elle dit, et je l'ai cru. Chaque mot, chaque pas, chaque cicatrice méritée. Je n'aurais jamais imaginé que la liberté puisse être aussi paisible. Il n'y a pas eu de feu d'artifice quand je suis sorti de cure, pas de fanfare dans le parking. Il n'y avait que moi, mes pas et l'absence de quelque chose qui faisait partie de moi depuis trop longtemps. Et le silence, pas celui qui vient de la solitude, mais celui qui vient de la paix, celui qui vous permet d'écouter le vent, votre respiration, le rythme doux de votre propre vie qui vous revient enfin. Les gens parlent beaucoup de la perte de ce qu'elle vous enlève, mais ils ne parlent pas assez de ce que la guérison vous rend. Pas seulement votre corps, mais votre voix, votre dignité, votre présence dans une pièce. J'ai passé 20 ans à me détourner, à éviter les miroirs, à me faire toute petite pour que personne ne me demande ce qu'était cette chose sur mon dos. J'ai manqué des mariages, annulé des projets, trouvé des excuses pour éviter les piscines, les pique-niques, tout ce qui m'obligeait à m'expliquer. Je pensais être forte, mais je me cachais. Et se cacher demande plus d'énergie qu'on ne le dit. Aujourd'hui, j'avance d'une manière qui n'a rien à voir avec la marche. Je regarde les gens dans les yeux, je ris plus fort, je fais des câlins plus longs, je laisse mes enfants s'accrocher à mes épaules et tirer sur ma chemise sans broncher. Je danse à nouveau dans la cuisine. Mal, oui, mais avec joie. Et je serre ma femme dans mes bras comme si j'avais peur de la briser. Plus que tout, c'est ça la liberté. Si vous écoutez ceci en ce moment, j'ai quelque chose à vous dire. Pas en tant que personne qui a traversé une guerre, mais en tant que personne qui a attendu trop longtemps avant d'admettre qu'elle était en train de perdre. Prenez soin de vous. Je ne parle pas de rechercher des symptômes sur Google à 2 heures du matin ou d'acheter des vitamines, après avoir regardé des publicités tard le soir. Je parle de vrais examens médicaux, d'affronter la vérité sur votre propre corps avec le même courage que vous donnez à vos enfants, à votre partenaire, à votre travail. Les tumeurs graisseuses comme la mienne commencent souvent par être petites. Une bosse ici, une autre là. Inoffensives, indolores, faciles à ignorer, mais la taille n'est pas toujours synonyme de sécurité. Une fois qu'elle dépasse 5 à 10 cm, c'est un signe. N'attendez pas. Si j'y étais allé il y a 10 ans, cela aurait été une intervention ambulatoire de routine. Au lieu de cela, je l'ai laissée se développer jusqu'à ce qu'elle s'enroule autour de ma colonne vertébrale, me prive presque de ma capacité à marcher et déforme ma perception de moi-même. Ne faites pas comme moi, ne pas comme moi. Soyez meilleur que moi, allez-y maintenant. Parlez-en à votre médecin. Posez la question. Passez l'appel.
Vous vous remercierez pour chaque minute que vous aurez gagnée pour votre avenir. Stewie n'est plus là, et pas seulement dans mon corps. Il a disparu de mon langage, de ma posture, de mes choix. Mais je ne le déteste plus. Comment le pourrais-je? Il était le symptôme, pas la cause. Le véritable fardeau que je portais était la peur. Et quand j'ai lâché prise, vraiment lâché prise, je suis devenu quelqu'un de nouveau. Pas plus jeune, pas parfait, mais entier. Je marche désormais la tête haute, non pas parce que je suis fier des années que j'ai passées à faire semblant, mais parce que j'ai enfin arrêté. Et en arrêtant, j'ai recommencé. L'autre jour, mon plus jeune fils m'a posé une question étrange. Il a levé les yeux vers moi et m'a dit « Papa, pourquoi tu n'as plus d'ombre derrière toi ?» J'ai souri parce qu'il avait raison. Mon ombre s'étendait comme un membre supplémentaire, déformé par le poids qui m'accrochait. Maintenant, il n'y a plus que moi, une silhouette droite et authentique, avec le soleil dans le dos. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou peut-être même vous-même, ne vous arrêtez pas là. Parfois, le poids le plus lourd que nous portons n'est pas sur notre dos. C'est de la peur d'affronter ce que nous savons déjà. Que ce soit pour vous, pour vos proches ou pour vous-même, laissez cette histoire vous inciter à faire le point, à vous exprimer, à choisir la vie, avant que quelque chose ne choisisse pour vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà repoussé quelque chose d'important par peur? Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Nous avons beaucoup d'autres histoires fortes à vous raconter. Parce que la guérison commence souvent par l'écoute.